Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au Festival America si vous nous rejoignez pour une rencontre autour d'un thème. Le thème, c'est l'exil. Merci à l'auditorium de nous accueillir. Moi, je suis Pierre Croze du site Babelio et j'ai à mes côtés des auteurs qui ont chacun écrit autour de l'exil, mais qui aussi, ou surtout, l'ont connu. Ils ont dû quitter leur terre, leur famille parfois, pour un autre pays que le leur, un pays qui est devenu terre d'accueil. On va échanger ensemble sur ce qu'est cet exil, ce que cet exil a signifié dans leur vie, leur approche du monde actuel et de leurs œuvres, évidemment. J'ai ainsi à mes côtés Hisham Matar. Bonjour Hisham. Vous êtes un auteur né aux États-Unis. Vous avez vécu une partie de votre enfance en Libye, d'où est originaire votre famille. Avant de quitter le pays, vers l'âge de 9 ans, votre famille est partie au Caire. Vous-même êtes ensuite parti étudier en Angleterre. Vous avez aujourd'hui la nationalité britannique. En 2017, vous avez reçu le prix Pulitzer de la biographie pour votre récit « La terre qui les sépare », je l'ai sous la main. Vous y racontiez votre retour en Libye en 2011, après la chute de Kadhafi. Et votre quête, votre recherche à la fois du père capturé dans les prisons du dictateur et de votre propre identité. Dans votre nouveau roman, Mes amis, publié chez Gallimard, vous montrez le parcours de Khaled, un jeune Libyen passionné par la littérature, qui part étudier en Écosse dans le cadre d'un programme d'échange, mais qui va au final rester vivre en Angleterre alors que sa famille reste dans un pays sous le joug d'un dictateur sanguinaire. Le livre s'intitule donc Mes amis et il est publié donc chez Gallimard. Mes amis parce que le livre raconte aussi les différents liens d'amitié construits par Khaled dans son exil. Le livre est traduit par David Falkenberg, mais c'est Abigail McComish qui se chargera d'interpréter nos échanges. Avec nous également Edel Rodriguez. Bonjour Edel. Vous, c'est le Cuba de Castro que vous avez fui avec votre famille. Vous étiez jeune, puisque vous avez fui le régime en 1980. Vous racontez dans votre bande dessinée donc, Worm, ce qui signifie le vermine. Donc le livre, le roman graphique est publié chez Bayard Graphique. Donc vous y racontez votre vie à Cuba et votre fuite aux États-Unis. Worm, donc c'est vermine, c'était le surnom donné par Fidel Castro aux Cubains qui cherchaient à fuir le pays après la révolution de 1959. Alors le récit aurait pu s'arrêter là, mais il aurait sans doute été incomplet. Il est question à la fin du récit d'un homme qui s'est présenté aux élections présidentielles américaines et qui incarne peut-être l'inverse absolu des idéaux américains. Cet homme, c'est Donald Trump, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Il se représente cette année aux élections. Je précise que vous êtes un artiste, illustrateur et caricaturiste américain. Vous avez été directeur artistique du Time Magazine de 1994 à 2008 et on a tous, je crois, vu certaines des couvertures ou des affiches qui ont été publiées dans des magazines du monde entier que vous avez réalisées. On pense notamment à celle représentant Donald Trump décapitant la Statue de la Liberté. On va sans doute en parler. La BD, le roman graphique a été traduit par Sidonie Van Destrie, mais c'est Rémi Gueniez qui va interpréter vos paroles. On va parler du monde d'aujourd'hui, mais aussi d'hier. Bonjour Aleksandar Hemon. Vous êtes un écrivain américain d'origine bosnienne. Vous êtes né à Sarajevo, mais vous étiez aux États-Unis lorsque la guerre éclate à Sarajevo en 1992. Vous restez à Chicago et vous y apprenez l'anglais. Vous avez publié des recueils de nouvelles, des romans, comme le projet Lazarus, qui avait été finaliste du National Book Award en 2008. Vous êtes scénariste aussi pour le cinéma ou la télévision, aux côtés des sœurs Wachowski. Mais ce soir, on va parler de votre roman Un monde de ciel et de terre, que j'ai sous la main en format poche. Il est publié aux éditions Le Livre de Poche. C'est l'histoire d'amour entre deux soldats dans une Europe qui vient de basculer dans la guerre. Le roman commence au moment de l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand d'Autriche. Raphaël Pinto, le personnage principal, le personnage central du roman, est envoyé dans les tranchées en Ukraine. Il tombe amoureux de Haussmann, débute une fuite vers l'Est, une fuite en avant peut-être dans les bouleversements du XXIe siècle. Le roman a été traduit par Michel Albaret-Match, mais c'est Rémi Gueniez qui va aussi se charger d'interpréter vos paroles. Alors on va parler évidemment des livres, mais j'aimerais tout d'abord que vous me parliez peut-être, que vous nous parliez de vos exils respectifs. Hisham Matar par exemple, vous avez grandi en Libye, un pays que vous avez fui lorsque vous aviez 9 ans. Quelle conscience on a de l'exil à 9 ans? Est-ce qu'il a fallu du temps pour comprendre ce qu'il s'est passé? Hello, everyone. Good morning. I
I mean, I think what often happens is that you're having to translate immediately. You're placed in a situation where you have to translate the new place to yourself to it, and in that there are all the gaps, all the inaccuracies, and at the same time, you are because of this act of translation, because either your accent or your language or the way you look or whatever it is that distinguishes you in this new place, you're not invisible. And it was striking to me from your introductions that we are not invisible. And in the sense that we have to come to you through these biographies. Whereas I think the ideal, or the fantasy at least, of the exile is to turn up without introductions, right? To just be a person. And so you're constantly navigating these distances and wondering to what extent can you abide by that history, remain true to whatever it is that had happened. At the same time, do what we all do, which is attempt to be yourself, you know. So I remember very clearly when I was 9, these kind of territories of having to, even though I moved from Libya to Egypt, it's next door, same language, but very different culture and accents and so on. So my first attempt was to become invisible. So I adopted the accent, the Egyptian accent, perfectly. I had a very good musical ear, and so I just wanted to vanish, really, yeah. Bonjour à tous et à toutes. Souvent, je pense que lorsqu'on est en exil, on doit traduire. Donc, on doit se traduire dans l'espace, le nouvel espace dans lequel on se trouve, mais également traduire tout ce qui nous entoure pour nous-mêmes. Et il y a toujours ces lacunes, ces infidélités avec cette traduction. Et en même temps, avec cette traduction, que ce soit l'accent, la langue ou l'apparence qui nous rend visibles, en fait, c'est cette visibilité, alors que ce que l'on souhaite, c'est l'invisibilité. Dans les introductions, ce qui m'a frappé, c'est qu'en fait, on est ici via une traduction, via les biographies. Et je pense que le fantasme pour l'exil, c'est justement d'arriver sans introduction, de ne pas en avoir besoin, juste être quelqu'un. Je pense qu'on essaye de naviguer entre toutes ces différentes distances et tout en même temps essayant de garder une fidélité envers notre passé, envers notre histoire, tout en essayant de se trouver et d'être soi-même. Quand j'avais 9 ans, je me souviens de tous ces différents territoires et je suis partie de Libye pour arriver en Égypte. C'est un pays limitrophe, c'est à côté, c'est la même langue, mais tout de même c'était différent. Et j'ai essayé d'être invisible, justement. J'ai adopté l'accent, j'ai une oreille musicale très précise, donc j'ai pu adopter l'accent, juste je voulais disparaître. Alors, Edel, je vais vous peut-être poser une question aussi sur cet exil que vous avez connu enfant. On peut lire dans votre roman graphique que vous ne comprenez pas tout de suite ce qui est en jeu. Ce n'est que des années plus tard que vous remerciez votre père. Dans une scène très touchante du roman graphique, vous le remerciez d'avoir sauvé sa famille, de vous avoir sauvé vous. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet exil et de comment vous l'avez vécu? For me, it was a very surreal experience. I also was 8 years old, 9 years old, you know. And what was unique is that I didn't know it was coming. So no one told me. I was just living my life, and my family, my parents, were hiding from everyone that we were leaving. It was, if anyone knew that we were about to leave, we would probably be beaten or something would happen to us. So their main objectives, they didn't even tell their own parents. It was all a secret.
So all of a sudden, my house is surrounded by military guards and jeeps, about 3 or 4 of them. There were soldiers in my house screaming, yelling, you know, where's your stuff? Where's your television set? Things like that, because they were trying they wanted to keep all our property. Eventually, we were put on this jeep, military jeep, and raced to a police station. So all of a sudden, I'm in a police station for the first time. The next day, I was in a detention camp in Cuba for the first time, surrounded by German shepherds and dogs and military. And then a week later, I was on a ship in the middle of the Caribbean at night. So all of these things were images that were recorded in my mind as an 8-year-old. Do you want to translate that? Oh, there. Eh bien, écoutez, pour moi, ça a été une expérience plutôt surréelle. J'avais 8 ou 9 ans également quand je suis parti. C'était une expérience unique. Je ne savais pas en fait du tout à quoi m'attendre. En fait, moi, comme j'étais enfant, je vivais tout simplement ma vie et mes parents en fait essayaient de cacher la réalité, de cacher ce qu'il se passait. Ils avaient peur aussi de ce qui pouvait leur arriver, donc ils n'avaient dit à personne qu'ils envisageaient de partir, pas même à leurs parents à eux. Peu de temps avant notre départ, notre maison était encerclée en fait de jeeps, de soldats qui sont aussi venus fouiller notre maison, qui voulaient prendre notre possession, la télévision par exemple, ce genre de choses. Un jour, la jeep m'a emmené au poste de police. J'ai ensuite été transféré à un camp de détention à Cuba où j'étais entouré de bergers allemands, de militaires. Et en fait, 1 semaine ou 2 plus tard, j'étais sur un bateau sur la mer des Caraïbes en train de partir vers les États-Unis. Et ce sont les images dont je me rappelle plus ou moins alors que j'avais 8 ou 9 ans. And then, sort of overnight, I was transported from a town or a country that was very dirty, very, I lived in pretty basic poverty, to Miami, which was white, a lot of lights, clean, everything freshly painted. So it was a whole new place, but then everybody was Cuban. So everybody spoke Spanish. We were eating the same foods, So, and then I had to go to a school where everyone spoke English. So you don't really understand what's happening as a kid for a while, and it took a while to adjust to that. But as a child, I believed that exile was a temporary thing, that I would be going back to see my grandparents and my family in Cuba soon. And then you just keep waiting and waiting and waiting. And that day didn't come for about 14 years later. And by then, I was already 20 years old. My grandparents were much older. And it's that impact of seeing, not your family, but your best friends who you grew up on the street, seeing what had happened to them, what they had become. They looked much older than me because they were already, working very hard in the fields and things like that. So you have a disconnect where you appreciate that you were able to leave, that you were kind of saved from that situation, but you have like a survivor's guilt, that you somehow made it out, but your best friends couldn't. Et donc du jour au lendemain, en fait, j'ai quitté un pays qui était plutôt pauvre, sale, pour me retrouver à Miami, donc un endroit complètement différent, qui était propre, lumineux, tout avait l'air récemment peint. Et donc c'était nouveau, mais en même temps, tout le monde parlait cubain là-bas. Tout le monde était cubain et tout le monde parlait espagnol. Quand j'étais inscrit à l'école, par contre, à l'école, l'enseignement se faisait en anglais, donc ça a été aussi un choc. Et donc au début, je ne comprenais pas très bien ce qui se passait dans ma vie. J'ai mis quand même un petit moment à m'adapter. On m'avait aussi dit que ce serait juste un exil temporaire, que j'allais retourner à Cuba, voir mes grands-parents. Et donc j'ai attendu. Et au bout de 14 ans, avant de pouvoir retourner là-bas, donc ce retour n'est jamais vraiment revenu. Et quand finalement je suis retourné à Cuba, j'ai vu l'impact que la vie à Cuba avait eu sur mes anciens amis qui étaient restés là-bas,
qui avait travaillé dur au chant, par exemple, et ça m'a ouvert les yeux et ça m'a permis aussi finalement d'apprécier la vie que moi j'avais eue en la comparant, en me rendant compte que je m'étais peut-être mieux sorti aussi que mes amis. Aleksandar, vous, la guerre éclate en Yougoslavie quand vous êtes aux États-Unis. À quel moment est-ce qu'on se rend compte que son retour est impossible dans l'immédiat? Comment est-ce que vous avez vécu, vous, cette situation? Et est-ce que le fait d'être un tout petit peu plus âgé que vos camarades change quelque chose dans la vision de ce qui se passe? Bon dimanche à tous. That's the end of my French. I was 27 when I went, this is in 1992, from Bosnia to the United States. And when I left Bosnia, there was war in Croatia and there were incidents in Bosnia. But I had not anticipated, just like many others, that there would be war so soon. So I had intended to go back, and I left Sarajevo in January, and I was supposed to go back from Chicago in May. So sometime in April, and when the war fully exploded in Bosnia, and the siege of Sarajevo commenced, I decided to stay. I would have flown back from Chicago to a direct flight from Chicago to Sarajevo on May 1st, and would have landed then on May 2nd, which means that I would have landed, and on May 2nd was the day the siege totally closed, right? And the last train that left Sarajevo for 10 years left. So I would have landed into the siege. So sometime at the end of April, I was delaying the decision. I decided to stay in Chicago. I was totally unprepared. Had no money, had no clothes, had only books in my suitcase. Not only books, but mainly books. So then I had to adjust to the new situation quickly. Bonjour, donc moi j'avais 27 ans en 1992 quand je suis parti donc, de Bosnie aux États-Unis. Et à l'époque, la guerre déchirait déjà la Croatie et il y avait des incidents en Bosnie. Mais comme tout le monde, en fait, je ne m'attendais pas vraiment à ce que la guerre éclate complètement comme elle l'a fait. Donc on était en janvier et moi j'envisageais de retourner en Bosnie en mai. Mais en avril, en fait, la guerre a vraiment éclaté. Il y a eu le siège de Sarajevo et donc j'ai décidé de rester aux États-Unis. En fait, j'avais initialement prévu d'aller de Chicago à Sarajevo avec un vol le 1er mai qui arriverait le 2 mai. Et le 2 mai, c'est vraiment là où le siège avait atteint son paroxysme. Et c'était le dernier des vols d'ailleurs qui est parti. Donc fin avril, finalement, j'ai décidé, après avoir retardé ma décision, de rester aux États-Unis. Mais je n'avais pas d'argent sur moi, je n'avais pas d'habits, je n'avais presque que des livres, en fait. Et il a fallu que je m'ajuste à cette nouvelle réalité. And I returned to Sarajevo for the first time after the war in the spring of '97. So it was 5 years of exile for me. That is in a sense that I couldn't go back. But after that, I've been going regularly. My family still has an apartment there. I have a lot of friends. I have written and published in Bosnian. I have a number of projects and things that I work on with people in Sarajevo. And so I would describe my situation as displacement, but not exile, because to me exile means inability to return, or inability to return fully as an equal citizen. Donc après le printemps 1997, j'ai vécu 5 années d'exil, on va dire. Et après 5 années, je suis quand même retourné finalement en Bosnie. Et depuis, j'y retourne régulièrement. J'ai des amis, ma famille là-bas. J'ai aussi des projets à Sarajevo. Donc aujourd'hui, moi, je parlerai plutôt de déplacement en ce qui me concerne et non pas d'exil, car l'exil, c'est quand on est incapable de retourner dans son pays d'origine et d'y vivre comme un citoyen. Et je reste encore un tout petit peu avec vous et je vais donner la parole aux autres sur une question proche. Mais Aleksandar, dans votre roman, donc votre livre est une fiction, Un monde de ciel et de terre, dans laquelle il est question d'exil, de déplacement. Vous faites un lien dans votre roman entre les histoires qu'on se raconte et les déplacements. Well, the characters in my novel are
in exile, that is, they leave Sarajevo in 1914 and never return. Not even close, because they're going from Sarajevo to east toward Shanghai. And unlike today, obviously, there's no way to maintain any kind of connection with the home space. No mail, no phones, no internet, no live streaming, none of that. So that the only way they can maintain a connection is by way of memory, and of course, memory is continuous with story. So the original idea for the book was that they would be moving away from the city and keep telling the stories and sort of mythologizing the city until it became entirely fantastic. But I adjusted that slightly and focused the story on their love and the way they go through the world with the help of love. Nevertheless, there are quite a few stories they tell to each other, because the stories, the narrative, is the only way they can feel that they have some connection with the home space. Alors oui, ce livre parle de personnages qui se sont exilés dans les années 40. Ils sont partis de Sarajevo et ils n'y sont jamais retournés. Ils sont allés vivre donc, à Shanghai. Et donc, dans leur quotidien, ensuite, aujourd'hui, c'est donc impossible de maintenir, bien sûr, un contact avec leur vie du passé, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas d'email, il n'y avait pas ce genre de moyen de maintenir des contacts. Et donc, la seule connexion qu'ils avaient avec leur lieu d'origine, c'était la mémoire, leurs souvenirs et les histoires qui étaient liées, et les histoires qui s'accrochent autour de ces souvenirs. Et donc, l'idée de mon livre, c'est qu'au fur et à mesure qu'on s'éloigne en fait de la ville, on commence à s'en rappeler uniquement par ces histoires, et qu'on commence à en faire une ville mythologique, mythologiser cette ville, et ça devient une ville fantastique. Mais mon histoire aussi parle bien sûr d'amour, l'amour qui nous aide aussi à traverser le monde, à traverser les épreuves. Et donc voilà, l'idée c'est vraiment que les histoires nous permettent de conserver cette connexion avec notre lieu d'origine. Hisham, Matar, votre roman, vous, c'est une fiction aussi, ce livre. On pourrait imaginer que ce ne soit pas le cas. On peut se poser la question au début du roman, mais c'est vraiment une fiction. Pourquoi avoir choisi une fiction pour parler des liens entre les gens en exil ? Why use fiction? It's a good question, except I don't feel I've used it. I don't feel, in other words, there was sort of, I sat and thought, here's what I want to communicate, what would be the best vehicle? It didn't work that way. It really started with the first sentence. It is, of course, impossible to be certain of what is contained in anyone's chest, least of all one's own, or those we know well, perhaps especially those we know best. But as I stand here on the upper level of King's Cross Station, from where I can monitor my old friend Hisham walking across the concourse, I feel as though I can see right into him, perceive him more accurately than ever before, as though all along during the 2 decades that we have known one another, our friendship has been a study, and now, ironically, just as we have parted ways, his portrait is finally coming into view. May I ask you, just to rescue my wonderful translator, may I ask you to read the first sentence? Yes, please. Sorry. Yeah. Il est bien sûr impossible de savoir avec certitude ce que les autres ont dans le cœur, a fortiori nos proches ou les gens que nous connaissons bien, tout particulièrement peut-être ceux que nous connaissons le mieux. Mais planté là, à l'étage supérieur de la gare de King Cross, d'où je peux suivre des yeux mon vieil ami Hisham, tandis qu'il traverse le hall, j'ai l'impression de voir clair en lui, de le percevoir avec plus d'exactitude que jamais, comme si tout du long, depuis 2 décennies que nous nous fréquentons, notre amitié n'avait été qu'une patiente étude, et qu'à présent, par une étrange ironie du sort, alors que nous venons tout juste de nous dire adieu, son portrait se dévoilait enfin. So that was a sentence that I wrote 8 years or 9 years before I sat down to write the book, and it remained with me. I carried it with me, and I did what I think all writers must do, which is you become also a close reader of what you've written and try to see what is in it,
and where might it go next? And there were lots of clues in that sentence. It seemed to me that it was a book that was interested in that impossible to survey distance between what's in our hearts and how we communicate it, you know. So it was already a book interested in translation. And I knew early on that it was about these characters who were all from the same city. They were all from Benghazi in Libya, and they were all exiled in London. And so they were improvising a life together, but also against one another, in one another's witness, where they can be conspiratorial, but they also could be critical of one another, you know, because I know that you're pretending to be someone else, you know. So that was the territory in the beginning. So it felt less of a choice and more that I was pulled, really, into this area. Pourquoi la fiction? Alors c'est une très bonne question, mais je ne dirais pas que j'ai utilisé la fiction, je ne m'en suis pas servi, je ne me suis pas dit voici ce que je veux communiquer, quelle serait la meilleure façon de le faire. Et je pense que tout repose sur cette première phrase qui a été lue. Et cette phrase, je l'ai écrite 8-9 ans avant même de commencer à écrire ce livre, mais elle est restée avec moi. Et je pense que comme tout écrivain, on devient aussi lecteur très attentif de ce que l'on écrit. J'ai écrit ça et je me suis dit, où est-ce que cette phrase va m'emmener? Et il y avait beaucoup d'indices dans cette phrase également, notamment cette distance entre le cœur et ce que l'on communique. Et je pense que c'est déjà intéressant puisqu'il y a encore une fois cette traduction. Très tôt, je me suis dit que ces personnages donc viendraient tous de la même ville, du même endroit, de Benghazi en Libye, et qu'ils seraient tous exilés au même endroit à Londres. Et donc, ils s'improvisent une nouvelle vie ensemble, et donc ils sont témoins l'un de l'autre, et peuvent aller en l'encontre l'un de l'autre, ils peuvent être très critiques, tout en étant, encore une fois, complices. Et ils peuvent être critiques aussi parce qu'ils sont tout à fait conscients que chacun joue un rôle, chacun fait semblant d'être quelqu'un d'autre. Mais je ne dirais pas que c'était vraiment un choix conscient de procéder ainsi. J'ai été vraiment happée par ce processus. Edel, vous, ce n'est pas une fiction, votre roman graphique est très autobiographique. Vous souhaitiez rester au plus près de ce que vous avez vécu, refléter le plus fidèlement possible cet exil, en puisant dans vos souvenirs, en interrogeant, en vous documentant aussi? Well, I had my memories, as a child and what I knew, but there was a lot of missing elements. So I interviewed my father, my mother, my sister, the cousins that went to pick us up from Florida by boat. And every time I interviewed one of them, the story got richer with more detail. And it made you realize what a bit of a miracle the whole thing was, because it was a lot of people sort of taking risks. Everybody was taking risks. From my cousins that went to pick us up, to my parents. My parents had never been anywhere. They had never been outside the country or anything. So, and then at the end, there's a chapter where I'm having a conversation with my father. And I'm asking, I've heard a lot of things, but I never really get to the bottom line of why we left. I've never gotten that, and he says, I can't tell you, I made a promise. I'm like, you can't, this is my life, you need to tell me. And that's where he finally divulges the actual reasons why we left. So it's every time you when you're putting a book together, especially based on reality, you have to dig deeper and get people to be, maybe become a little bit uncomfortable
And that's where you get a better essence of what actually occurred. Donc moi, je suis parti d'abord de mes souvenirs, de quand j'étais enfant, mais il manquait quand même pas mal d'informations. Donc j'ai commencé aussi à poser des questions à mes parents, à ma sœur, à aussi mes cousins qui étaient venus nous chercher en Floride. Et donc j'ai obtenu progressivement de plus en plus de détails sur ce qu'il s'est passé. Et cela m'a aussi ouvert les yeux. Je me suis rendu compte que c'était finalement un véritable miracle ce qui s'était passé, car nous avions tous pris des risques, que ce soit mes cousins qui étaient venus nous chercher ou que ce soit mes parents qui eux-mêmes n'avaient jamais voyagé avant de partir pour les États-Unis. Et à la fin de mon ouvrage, il y a un chapitre dans lequel j'ai une conversation avec mon père, puisqu'en fait, je n'étais jamais allé vraiment jusqu'au fond des choses, si vous voulez. Et donc là, je lui ai vraiment posé des questions. Je voulais vraiment qu'il m'explique quelles étaient les raisons véritables de notre départ, ce qu'il s'était passé. Et donc, à chaque fois, avec ces rencontres, ces entretiens, j'ai creusé de plus en plus profond. J'ai aussi commencé à avoir un certain sentiment de malaise par rapport à ce qu'il s'est passé. Et ça m'a vraiment ouvert les yeux. And the reason I wanted to get into all that detail is because in the West, in the United States, in Europe, we see immigrants come in and we never interview them. We don't ask them questions. We just say, we drop numbers. We say 1,000 people showed up at the border, 500 people came by boat, and that's it. And there's this perception that they're here to take something, but we don't understand what they left behind or the reasons why they left. And at any point, any of us can become migrants or exiles. And I think in places like this or the United States, people just take the life they have for granted, and they think that's normal, and it's actually not normal. The peace is actually a very difficult thing to achieve, and then I see, for example, in the United States, we're constantly taking risks. We took a very big risk 4 years ago. That sort of the normalcy that you have will just come apart through anger and some of the things that are happening in society nowadays. Et donc, je voulais vraiment connaître... l'une des raisons pour lesquelles je voulais connaître autant d'informations sur ce qui s'était passé, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup... la question migratoire est un grand sujet. Il y a beaucoup d'immigrants qui viennent aux États-Unis, mais ça reste une affaire en fait très, très impersonnelle. On ne connaît pas ces gens. On dit, par exemple, qu'il y a des milliers de personnes qui arrivent à la frontière. Il y en a une centaine qui est arrivée par bateau, par exemple, mais c'est tout. On ne comprend pas, en fait... qui sont ces personnes, ce qu'elles ont laissé derrière elles, ou pourquoi elles sont venues. Et cela faisait un peu écho en fait à ma propre situation. Je crois aussi qu'aux États-Unis, les gens prennent la vie confortable qu'ils mènent comme garantie, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et je crois que face à ça, j'ai aussi un sentiment un peu de colère, et c'est pour ça que j'essaie aussi de mieux comprendre les choses. J'aimerais qu'on parle aussi de la langue. La langue, elle est très importante dans votre roman, Aleksandar. Il y a beaucoup de mots, de phrases de différentes langues dans le récit, des mots et des phrases qui ne sont pas forcément traduites. L'exil, le déplacement, c'est aussi jongler, j'imagine, avec différentes langues. C'est ce que vous souhaitiez refléter dans ce roman? Well, I mean, anyone who has been displaced or in exile, moved from their home space to some other space, into a different linguistic environment, had to navigate the bi- or multilinguality of it, which is both difficult, but of course I'd rather know more than one language than not. It also changes the way one's mind operates and the way one communicates with others, even within their own family. Je crois que toutes les personnes déplacées le savent, quand on passe d'un pays ou d'un espace à un autre espace, on est souvent confronté à différentes langues, et donc il faut savoir naviguer cette nouvelle réalité qui peut être difficile au début. Toutefois, finalement, c'est aussi mieux de pouvoir parler plusieurs langues qu'une seule. Ça vous change aussi la manière dont votre esprit fonctionne en quelque sorte, et aussi comment vous communiquez même au sein de votre famille. My main character, Rafael Pinto, he's trilingual at the very beginning of the book. He's a Sephardic Jew, which means he speaks Ladino, a version of Castilian Spain, 4 centuries
after the expulsion from the Iberian Peninsula of the Jews. He speaks Bosnian, the local language, and he speaks German because he was a student in Vienna. And then when he moves toward east, he picks up other languages. Because, why don't you translate? Et donc mon personnage, Raphaël Pinto, c'est un juif séfarade, donc il parle d'abord le ladino, qui était cette langue parlée par les juifs en Espagne au IVe siècle. Il parle également le bosniaque et aussi l'allemand, puisqu'il a étudié à Vienne. Et ensuite, il part et il apprend aussi d'autres langues. In linguistics, there is a notion of macaronic language, and this describes any language or discourse where two or more languages are used in the same statement or same text, which is common in immigrant families, for instance, where the parents might speak their home language, but the kids speak the new language, and then they use both in communicating with each other. And the notion of macaronic language is inherent in migration, or mixed languages is inherent in any kind of migration. And that includes not only individuals moving from place A to place B, but also a kind of colonial migration. So when Bosnia, the Jews moving from Spain to east to the Ottoman Empire, but also the occupation of Bosnia by the Austro-Hungarian Empire, where I brought in new words. So in my native language, Bosnian, you can find layers of languages that exactly match historical points in the history of the country or the region. So there's a Slavic foundation, there are Turkish words, and by way of influence of Turkish language, and by way of Turkish, Persian, and Arabic, there are German words, and because it was Austro-Hungarian Empire, there are also Hungarian words, and because of the historic trade with the coast and the Venetian Republic, and also the success of Italian culture like Sanremo and espresso machines, there are a lot of Italian words, and now there are English words because, kids use the internet, and so the language is macaronic. But I would also argue that just about every language is macaronic because barring geographic isolation, no country, no territory, no nation is protected, nor should it be protected from migrating people coming in and out. So the language is constantly changing, it is constantly churning up macaronic expressions, and then they get absorbed into the language, and then they seem like they were always there. English was Anglo-Saxon, and then the Normans came, and now cul-de-sac is an English word. Et il y a donc cette notion en fait en linguistique du langage macaronique. C'est cette idée qu'il y a au moins deux langues qui sont parlées, qui sont par exemple mentionnées dans la même phrase ou dans le même texte. Et cette notion en fait elle est fréquente dans les familles qui ont migré. On peut par exemple avoir un père qui va parler à la maison sa langue maternelle et ainsi que la langue du nouveau pays où la famille habite. Et donc cette notion de mélange de langues, elle est vraiment au cœur de la migration. Et aussi bien pour les personnes elles-mêmes qui migrent, les individus qui vont d'un endroit A à un endroit B, que dans un contexte plus colonial. C'est le cas par exemple en Bosnie, où il y a par exemple donc, ces juifs séfarades qui étaient venus, ou alors la Bosnie qui a connu l'occupation sous l'Empire austro-hongrois. Et d'ailleurs, toutes ces différentes couches linguistiques en fait, correspondent aussi à des couches historiques. Par exemple, en Bosnie, on a la base slave, ensuite l'influence de la Turquie, donc de la langue turque, avec des influences aussi persanes ou arabes, ensuite l'influence de la langue allemande, puis du hongrois, à cause donc, de l'Empire austro-hongrois. Ensuite, il y avait pas mal aussi d'échanges commerciaux avec la République vénitienne à l'époque, donc il y a une influence italienne, qui est restée aussi à travers, par exemple, le café, le succès des machines expresso, ce genre de choses. Et puis aujourd'hui, bien sûr, l'influence de l'anglais, notamment avec sa prédominance sur Internet. Donc, la langue est vraiment macaronique, comme on le dit, et je pense que d'ailleurs, toutes les langues sont un peu comme cela.
Et malgré les frontières, en fait, aucun pays n'est à l'abri de l'arrivée de nouveaux migrants et donc de nouvelles langues. Et c'est pour ça que les langues évoluent toujours et qu'il y a toujours de nouvelles expressions qui viennent de l'étranger, qui sont intégrées. Et on le voit même avec l'anglais, qui est pourtant une langue dominante, mais qui est à la base aussi une langue germanique et qui utilise des mots, par exemple un mot comme cul-de-sac, qui est un mot français. Edel, vous, une partie de votre langage, c'est le dessin. Je montre aussi quelques images issues de votre roman graphique. Votre art, elle vient de Cuba. C'est une inspiration de ce que vous dessinez déjà peut-être enfant, quand vous étiez à Cuba. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre art? Yeah, I'm actually a painter. I don't know what I'm doing here. I studied painting in college, and I've been a painter, illustrator, and I have, I work and I write in an art studio. So when you're a painter, you arrive about your third or fourth year of college, and they just leave you alone. They just say, your professor says, "I'll see you in 3 weeks. Good luck." And then that's when you need to find out what do you want to paint? What do you feel? What is the subject matter? And the first thing that I go to is my history, my background, my family, the colors that I know. To me, colors are intense. It's intense color, and that comes from having grown up in that environment. When it came time to do the book, I just went through a lot of the sketches and ideas that I had drawn over the years. So Cuba shows up in my work going back 25, 30 years from the time that I was in school. Okay. Écoutez-moi, en fait, à la base, je suis un peintre. J'ai étudié la peinture à l'université et j'ai travaillé comme peintre, comme illustrateur. Je travaillais pour un studio artistique. Et vous savez, en fait, quand vous êtes peintre, vous faites à peu près 4 années d'études, et une fois que vous avez fini vos études, vous vous retrouvez un peu tout seul, et on vous dit bonne chance. Et donc, il faut trouver ce que vous voulez faire vraiment avec votre art. Et donc, moi, j'ai puisé dans l'histoire, dans ma famille, dans les couleurs aussi. Pour moi, les couleurs sont très importantes, les couleurs intenses, dont je me rappelle et qui viennent de mon environnement. Et pour ce roman graphique, j'ai aussi puisé dans les différents dessins que j'avais faits au fil des 30 dernières années depuis l'école et qui m'ont inspiré. And the first time that I drew a lot was when I arrived in a new country and I couldn't speak English. So I would just sit down and I would draw to show someone what I wanted, what I needed, and drawing became a form of communication for me. Et en fait, la première fois que j'ai commencé vraiment à dessiner, c'est quand je suis arrivé aux États-Unis et que je ne parlais pas l'anglais. Et donc, je dessinais pour montrer ce que je voulais, ce dont j'avais besoin. Et le dessin est devenu une forme de communication pour moi. Hisham, dans votre roman Mes amis, le personnage principal, Khaled, il est passionné par la littérature. C'est ce qui l'emmène aussi vers l'Écosse, vers l'Angleterre ensuite. Vous-même, c'était aussi vous aviez une attirance, une fascination, un intérêt pour la littérature anglo-saxonne, et qui a peut-être pu vous aider dans votre parcours en Angleterre? The title of the book extends to the protagonist's friends, but also it extends to these books that help them navigate their new reality. And one of the things that Khalid, the narrating protagonist of the book, feels very passionately about is that he's unenthusiastic about the demarcations. So he doesn't think of Ibn Arabi or Abu al-Ala al-Ma'arri or these medieval Arabic giants of poetry as living in a different compartment or in a different shelf from Shakespeare and
and Proust and Joseph Conrad and Virginia Woolf. Literature here represents, I think, a kind of ideal, which I have to admit I subscribe to, which is that it is really attending to the language before language. You know, it is tapping into the subterranean network of things that connect us, all of us. But also, if I have a hope as a reader and as a writer, is for the language to give the author up, for the language to give me up, by which I mean that it takes over, it surpasses my intentions, you know. And I think a text that, I'm going to do something now very unfair to my translator, but there's a wonderful exilic text, which is when Ovid is exiled, and we never know really why he was exiled, except the only explanation he offers is ambiguous. It's Carmen et error, a poem and a mistake. But he's exiled nonetheless. And he writes two texts from there that have survived. That one is the Black Sea letters, and the other one is Trestia, which is this long poem. And he sends the poem in his place. So the book as a kind of ambassador or visitor or self that returns. And he starts out by instructing the book of how to behave and what to say, what not to say. And this is me being unfair to you, but when it starts, little book. No, I don't begrudge. I don't expect you to translate that, but little book. No, I don't begrudge it to you. You're off to the city without me. On your way then, but penny planed as befits an exile's sad offering in my present state. For you there will be no slipcase in vermilion, no cedar oiled backing, so the way they used to dress the books, no white edges to set off your black letters, appear for inspection briskly, unkempt, and if in the throng, somewhere in the market, someone should chance to ask about me, don't say he's well. Say he lives by the grace of the gods, for the rest remain silent. But the book, of course, doesn't remain silent. The book gives him up. And I have to admit, as a reader and as a writer, I have a hope or a faith that literature would give us up. You know, would, in other words, reveal the things that we can't say. So sorry. Le titre du livre se réfère bien entendu aux amis du protagoniste, mais également aux livres qui aident ces personnages à faire face à cette nouvelle réalité. Et une chose qui passionne Khaled, le personnage principal, qui est aussi le narrateur, c'est le fait qu'il n'y a pas de limite, à proprement parler, entre les auteurs qu'il adore. Donc il y a les mastodontes de la poésie médiévale arabe. Abu al-Ala al-Ma'arri. I mean, you know, this is quite interesting because Abu al-Ala al-Ma'arri is like Milton. He's that important in Arabic. So, Abu al-Ala al-Ma'arri, look him up. Yeah. Il est aussi important que Milton, celui-là. Et donc, aucune limite entre ces poètes-là et Shakespeare, Proust, Conrad et Virginia Woolf, par exemple. Donc, la littérature représente un idéal auquel je souscris moi-même, que c'est voilà, ce langage avant même le langage, c'est ce réseau souterrain qui nous unit. Et moi j'espère, en tant que lecteur et en tant qu'écrivain, que le langage, c'est un espoir que j'ai, c'est que le langage nous trahisse, nous dénonce,
Et ce que je veux dire par là, c'est que je souhaite que l'écriture et le langage aillent au-delà de nos intentions. Donc, le texte, finalement, encore une fois, est une traduction, et là, je vais parler d'Ovide, de l'exil d'Ovide. Alors, on ne sait pas encore exactement pourquoi il a été exilé. Tout ce qu'il donne comme explication, c'est que c'était à cause d'un poème et d'une erreur. En tout cas, il est exilé, et 2 textes ont survécu. Donc, les lettres de la mer Noire et Trestia. Et donc, il envoie un poème au pays à sa place, comme un type d'ambassadeur, comme un autre soi qui retourne au pays. Et il donne des instructions au livre de qu'est-ce qu'il doit dire, qu'est-ce qu'il doit faire. Et donc, il donne des instructions telles que livre, ne m'en veux pas, je suis exilé, mais pas toi. Tu n'auras pas de beau couverture, donc peut-être que personne ne s'intéressera à toi, mais si jamais on te demande, dis-leur que je suis en vie, mais rien de plus. Mais le livre ne respecte pas les instructions et le dénonce. Et en tant que lecteur et en tant qu'écrivain, j'ai toujours cet espoir d'être dénoncé, et donc que en fait, le langage révèle plus sur moi-même que ce que je ne révèle intentionnellement. Alors, je ne vous ai pas prévenu, mais il nous reste 10 minutes et la parole est à vous. Si vous avez des questions, levez la main, on a un micro pour vous. Donc, si jamais vous avez des questions, s'il y a des thèmes qu'on n'a pas abordés en 1 heure, on n'a pas pu aborder tous les thèmes autour de l'exil, mais n'hésitez pas à lever la main, que je puisse vous voir et vous donner la parole. On était assez complet sur le sujet. Une question peut-être sur Trump, qui occupe une place importante dans votre roman graphique, Edel Rodriguez. On peut avoir le sentiment que votre roman graphique, vous l'avez écrit pour raconter votre exil, ce déplacement, mais aussi pour parler de la menace de Trump. C'était une des vraies raisons de publier ce roman graphique. Non, je vous en prie. Oh, okay. Well, something interesting that you said about, giving you up. Exiles, or at least in my community, what we do is exile is caused by someone or some force, something. It doesn't just happen. For us, it's the dictatorship or revolution, something like that forces you out. So what you do is you could sort of build a wall, and you don't want to talk about it, because every time you discuss it, or you're hurt by it, you show that you're hurt by it, you're giving that entity more power again. So my community, they don't talk about exile too much, but when you write a book, you have to put it all out there, and I think that's the difficulty of writing about these things. So regarding the Trump stuff and the work is a lot of my work lately has become known about that. An immigrant in the United States confronting this fascism that's happening within us, and I wanted to write a book that showed how these things can come from unexpected places. So it starts off in the book sort of a tyranny from the left, and it ends for the tyranny from the right. And I wanted the reader to understand that these things can come when you least expect it, and that you have to confront it in a very direct manner. I felt in the United States as an artist and a visual artist that the media was just normalizing fascism, normalizing Trump. And I had I was in a unique position that being in the media, I've made magazine covers for about 25 years, and I felt that I needed to interrupt the regular way that the media works, which is to show candidates in a good light, to make someone appear presidential, and if I could get in the way of that, I could have some sort of effect. And that's eventually what happened around 2016 when I was using the internet to put this sort of strong graphics out there, and eventually
places like Time Magazine, Newsweek, and many other media sources began hiring me to depict the current state of politics in a much more accurate way. Alors généralement, quand on est en exil, c'est provoqué par quelque chose ou par quelqu'un. Dans notre cas, c'était une révolution ou une dictature. Et ce que l'on fait, en fait, c'est qu'on se construit une espèce de mur pour se protéger. On essaye de ne pas en parler parce que c'est aussi douloureux. Et ça nous permet aussi d'éloigner un peu cette entité qui nous a fait tant de mal. Mais par contre, lorsqu'on écrit, on est obligé de se confronter à toutes ces choses-là, et c'est difficile. Et du coup, pour en venir à Trump, eh bien, grande partie de mon travail, en fait, c'est quelque sorte, on me voit comme un immigrant aux États-Unis qui lutte contre le fascisme, qui a confronté le fascisme dans sa vie. Et moi, ce que je voulais montrer, c'est comment, en fait, le fascisme peut survenir de manière complètement inattendue. Et dans mon livre, on voit qu'au début, c'est une tyrannie qui venait de la gauche, et à la fin, il y a ce risque de tyrannie qui vienne de la droite. Donc, il faut confronter en fait cette idée, anticiper cela et confronter cela. Aux États-Unis, moi, ce qui me dérange aussi aujourd'hui, c'est que dans les médias, on normalise ce fascisme, on normalise Trump. Et donc, j'ai essayé de me servir de ma position unique, puisque je travaille déjà dans les médias depuis 25 ans, pour interrompre, pour déconstruire en quelque sorte ce discours des médias qui essayait de rendre Trump présidentiable. Et donc j'essaie de travailler de manière assez impactante, efficace, depuis 2016 en utilisant l'Internet, où je faisais des publicités graphiques qui ont été reprises par exemple par Time et puis par de grands autres magazines qui m'ont engagé pour dépeindre ce qu'il se passait dans mon pays et révéler un peu la politique telle qu'elle est. Et il y avait une question au fond. Oui, bonjour messieurs, je suis désolée, je suis arrivée en retard. Donc peut-être l'avez-vous déjà expliqué, monsieur Hemon, mais pourquoi avez-vous choisi cette période particulière pour illustrer sans doute ce que vous pensez dans votre roman? Merci. Pardon, c'est pour Hemon. Well, the period is the 20th century. The book starts in 1914 with the assassination of Franz Ferdinand and ends in Jerusalem a few days before 9/11. And we can think of a century of 100 years and makes it regular, and that's a century defined with units of time. But historically, 19th century ended on June 28th, 1914 in Sarajevo. The whole world order of dynasties and empires on June 28th, 1914, the world was governed by 4 empires, about 3/4 of the world, British, Turkish, Russian, and Austro-Hungarian. Within 5 years, 3 of them collapsed and left practically no trace except these little countries all over the place, all over the world. So that's the end of the 19th century, and the end of the 20th century is 9/11. The world changed, and I wanted to cover that century and to mark that century with the plight of refugees. My book is a refugee epic, and they cross from Sarajevo to Shanghai, but also from 19th century to the 20th century. Alors la période de mon livre, c'est le XXe siècle en fait. Il se déroule depuis 1914, donc la Première Guerre mondiale, jusqu'à 2011, juste avant 2001, pardon, juste avant le 11 septembre, donc une période d'environ 100 ans. Et en fait, du point de vue historique, 1914, c'est justement quand l'ordre mondial de l'époque s'est écroulé, les dynasties, les empires qui étaient en place. Il y en avait 4 en particulier, 4 empires qui dominaient environ les 3/4 du monde, donc l'empire anglais, turc, russe et austro-hongrois. Et lorsqu'ils se sont écroulés, eh bien, il y a une multitude de petits pays qui ont fini par voir le jour à la fin du 19e siècle.
Et donc mon livre se termine avec la fin symbolique, on va dire, du XXe siècle, c'est-à-dire donc les attentats du 11 septembre. Et en même temps que je couvrais ce siècle-là, je voulais faire un parallèle aussi avec le sort des réfugiés, le sort des réfugiés, et montrer leur exil dans ces différentes périodes. Aleksandar Hemon, Un monde de ciel et de terre, publié chez Calman Levy et au livre de poche, au format poche. Merci beaucoup, Aleksandar. Hisham, Matar, Mes amis, c'est votre dernière publication chez Gallimard. Je signale aussi La terre qui les sépare, qui est un peu plus ancien, chez Gallimard également. Merci beaucoup, Hisham, Matar. Worm de Edel Rodriguez, bonjour, merci, Edel Rodriguez, chez Bayard Graphique, Worm, donc vermine, si on traduit le terme. Merci à toutes et à tous, merci à Abigail, merci Rémi d'avoir interprété. Double merci pour Rémi qui a une double charge de traduction. Merci à toutes et à tous, et merci à ceux qui nous ont accueillis à l'éditorium et aux bénévoles. Merci à tous.